I listened to your testimony, and I'm trying to figure out where is the crime that they're prosecuting Diddy for. Quand M. Combs vous a dit « des gens peuvent disparaître », comment l'avez-vous interprété? C'est la question que pose la procureure, s'avançant lentement vers son témoin, Dawn Richards, et celle-ci va prendre son souffle avant de répondre tout doucement que des gens pouvaient mourir, laissant l'auditoire pantois parce qu'à ce moment précis, on réalise aussi que Dawn Richards, l'ex-compère de Diddy, ne veut absolument pas qu'il retourne à la maison. Il y a de la stupéfaction, il y a de la peur, mais il y a surtout du challenge. Parce que s'il est conçu que Dawn Richards a la crédibilité de bien connaître Diddy, ce que peut-être qu'on n'avait pas prévu, c'était que Diddy connaisse aussi bien Dawn Richards. C'est pour ça que, selon la presse américaine, elle est la témoin qui s'est fait le mieux exposée par la défense de Diddy. L'avocate était prête pour elle, elle l'a acculée. Est-ce que vous allez recontacter M. Combs en 2011 pour pouvoir retravailler avec lui? Oui. Est-ce que après tous ces événements, vous allez recontacter M. Combs pour pouvoir vous faire de l'argent avec lui? Oui. Comment jusqu'en 2023 encore appeliez-vous M. Combs? Bro. Frère, brother. Oui, le contre-interrogatoire de Dawn a été d'une brutalité rare. Et si vous passez quelque part et qu'on ne vous dit pas que le procès de Diddy est extrêmement musclé, c'est qu'on vous ment. Si quelqu'un vous dit que oui, non, mais en fait, il y a tellement de bébés, non, c'est pas vrai, on vous noie le poisson. C'est un procès où l'accusation, à savoir le procureur, dépeint un tableau. C'est ce qui s'est passé dans cette seconde semaine. Ils ont fait venir plusieurs témoins afin de dépeindre le tableau, de construire le climat qui dirait que Diddy est un trafiquant sexuel. Pour s'y faire, parce qu'on est dans une partie d'échecs, suivez-moi bien, on va considérer que Diddy c'est le roi. C'est le roi dans son petit chapiteau. L'accusation, les procureurs, afin de pouvoir enfermer le roi, envoie des cavaliers. Les cavaliers, c'est les différents témoins de l'accusation. Cette semaine, en plus de Dawn Richards, on a eu la mère de Cassie, on a eu une amie de Cassie, on a eu une psychologue, on a eu Kid Cudi, on a eu l'agent principal qui a fait le raid chez Diddy, et on a eu aussi un escorte très célèbre de l'histoire qui s'appelle le Punisher, et qui prépare d'ailleurs déjà un livre sur le thème du concombre qui ne se lève pas assez bien, parce qu'il est escorte, son concombre ne se lève pas assez bien, et c'est le thème de son livre. Ce n'est pas une blague. Ça, c'est donc l'accusation qui vient avec ses cavaliers pour essayer de peindre le tableau d'un Diddy qui sera donc reconnu de complot en vue de commettre un racket, trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition et transport à des fins de prostitution. De l'autre côté maintenant, cette stratégie fait face aux tours. Et les tours, c'est la dizaine d'avocats de Diddy qui ont une défense à la fois agressive et fine et qui ne reculent devant rien, même pas devant la psychiatre experte en relations sentimentales, vu que lors du passage de cette dame-là qui s'exprimait pour décrire un climat toxique, le juge a carrément dû faire une suspension d'audience, faire sortir les jurés parce que les avocats de Diddy, notamment Jonathan Bach, n'a cessé de remettre en cause la légitimité de cette dame au point où elle en a perdu ses moyens. C'est la guerre. 25 bouteilles de baby oil et 31 bouteilles d'Astroglide. Au total, il y avait une cinquantaine de lubrifiants chez Diddy. Ça peut vous paraître choquant parce qu'on a tous intégré l'information selon laquelle il y avait 1000 bouteilles de baby oil. C'est comme ça que cette information a apparu dans la presse suite au raid de la maison de Diddy. Mais elle a été démentie et officiellement démentie parce qu'elle a été démentie par l'agent fédéral qu'on appellera ici le Cavalier Guénon, apporté par l'accusation, c'est-à-dire qu'il a témoigné, et Monsieur Gérard Guénon est un agent fédéral installé donc à Miami qui est spécialisé dans le travail forcé et la traite humaine. Ça dit d'ailleurs à quel point l'affaire est allée très haut, et c'est donc lui qui fait partie de l'équipe de haut vol qui a organisé le fameux raid chez Diddy. Ils expliquent qu'ils l'ont fait un jour à 15h parce qu'ils savaient ce jour-là que Diddy quittait les États-Unis, qu'au moment où ils l'ont fait, ils savaient que Diddy n'était pas dans la maison et qu'ils avaient tout préparé, c'est-à-dire que la mère, vu qu'il y avait une sortie par la mer chez Diddy, était coupé, tout était structuré pour les prendre de surprise parce qu'ils avaient aussi peur que les preuves soient compromises. C'est pour ça qu'ils sont venus avec un arsenal de personnel aussi pour pouvoir impressionner, pas forcément pour pouvoir les maltraiter, les employés, mais pour pouvoir impressionner toute personne qui aurait voulu cacher ou dissimuler quoi que ce soit. Ils le précisent bien, le gouvernement avait peur que les preuves soient cachées ou détruites. Le gouvernement pensait qu'il s'y attendait. Certaines preuves pouvaient disparaître. C'est pour ça donc qu'ils sont venus dans cette urgence-là. Et le bilan, on va le faire ensemble. C'est donc 25 bouteilles de baby oil, 31 de Astroglide, donc environ 50 lubrifiants, ce qui est déjà pas mal. Enfin, illégal en soi. Une arme à feu de calibre 45, plusieurs chargeurs remplis, des pièces de fusil type AR-15, certains numéros de série qui ont effacé, ce qui, au-delà de cette affaire, peuvent constituer un crime fédéral. Ensuite, donc, du coup, bien sûr que, comme c'est notre crêperie préféré, il y a plusieurs farines diverses, de la méthamphétamine, de la Tesla, sur de l'argent qu'ils vont trouver. Ils vont retrouver aussi des traces de méthamphétamine. Dans la chambre de Diddy, on va trouver des sextoys, des talents haut compensés, des sacs de luxe, de la lingerie.
tous rangés dans la chambre principale. Dans les éléments suspects, il va dire qu'il y a 3 téléphones, une botte en bois gravée Puffy, contenant encore une fois de la farine, parce que bien évidemment, lui, il aime les crêpes. C'est plutôt tous les éléments qui vont être trouvés, sachant que pour le moment, il y a eu plus d'un téra de matériel audiovisuel revisionné par les fédéraux, mais il n'y a pas encore à ce stade du procès, quoi que ce soit qui a été dévoilé par eux. Je dis bien, en termes de matériel retrouvé chez Diddy, il n'y a rien pour le moins qu'ils n'ont dévoilé dans le procès. Gerard Gannon, l'agent, a déposé ça là. Et le but de cet homme-là, c'est de mettre l'aquarelle sur le portrait que l'État veut faire de Diddy. On montre, selon eux, un homme qui leur semblait suffisamment dangereux pour qu'ils interviennent au très haut niveau, parce que lui, de base, son travail, c'est la traite humaine. On montre aussi que tout cet arsenal-là, c'est parce qu'il se disait qu'il y avait suffisamment d'éléments pour que ce soit dangereux. On montre qu'il y avait quand même si c'est pas beaucoup, quelques armes chez Diddy, des éléments qui, en soi, ne sont pas hyper délictueux. Mais le fait que l'accusation le pousse, c'est bien évidemment, vous avez compris, pour que on fasse le lien avec le fait que, peut-être que les femmes ont peur parce que, évidemment, il y a de l'arme, les gens sont drogués parce qu'il y a de la farine, et il y a le baby oil, voilà. C'est pour amener à créer cette ambiance-là. Et c'est aussi pour ça que les avocats de Diddy ont tout de suite attaqué ce raid-là avec Terry Geragos, qui est la fille de Mark Geragos. C'est le gars qui avait fait le procès de Chris Brown, de Michael Jackson. C'est sa fille qui est une avocate redoutable, qui est une des avocates principales de Diddy. Et c'est elle donc qui a fait le contre-interrogatoire en insistant sur plusieurs points. Déjà, la légitimité du raid. Elle va directement attaquer là-dessus en disant, si Diddy n'est pas dans la maison, vous savez que Diddy n'était pas dans la maison, vu que vous nous l'avez dit, pourquoi est-ce que vous avez fait venir tout ce monde-là, vu qu'il n'était pas là? Quel est l'intérêt pour vous de faire venir autant de gens si ce n'est pas théâtral? C'est une des premières questions posées. L'une des autres questions posées par Geragos, c'est le lien entre ce qu'il y avait chez Diddy, et ça peut vous paraître totalement fou, et Diddy lui-même. Vu qu'il n'était pas là sur les lieux au moment où ils ont fait la perquisition, elle lui dit, mais comment vous pouvez être sûr que ce que vous avez trouvé chez lui a un lien spécifique avec lui? Et là, vous allez dire que non, elle abuse, mais c'est un des argumentaires qu'elle va dérouler petit à petit, avec aussi 2 questions précises. Elles vont lui demander, ok, vous avez trouvé des armes chez lui. Est-ce que vous pouvez confirmer à la cour? Et là, je me suis dit, ah, quelle idée! Est-ce que vous pouvez confirmer à la cour qu'il y avait des traces d'ADN de Diddy sur les fameuses armes ou alors sur les fameux chargeurs? On peut pas confirmer à la cour qu'il y avait des traces d'ADN de Diddy sur les armes et les chargeurs. Et donc là, elle continue. Donc du coup, il n'était pas chez lui. Vous avez fait une perquisition. Il n'y a pas de traces ADN de lui sur les trucs. Et elle va plus loin. Elle dit, les autres objets que vous avez trouvés, ils étaient rangés proprement dans une serviette, dans une valise. Vous n'avez vu rien d'illégal en soi. Vous supposez, n'est-ce pas? Et là, du coup, Gannon dit oui. Si tout était rangé, il y a rien d'exceptionnel. Et elle va encore plus loin vers la fin, et je veux que vous vous mettiez dans l'ambiance, parce que on exhibe les preuves, en fait. C'est-à-dire qu'on sort les preuves sous scellé, donc elles sont toutes là, et elles ont été d'ailleurs affichées sur Internet. Et du coup, elle regarde l'agent Gannon, elle lui dit, agent Gannon, vous vivez en Floride, non? N'est-ce pas beaucoup de gens en Floride ont des armes chez eux? Et là, du coup, la procureure se lève et elle dit objection. Le juge regarde l'avocat de Diddy et il n'accepte pas totalement l'objection, il comprend où elle veut aller, il lui dit reformuler. Et là, elle sort donc sa fatale. Elle lui dit, est-ce que vous avez des armes chez vous, agent Gannon? Et du coup, il répond oui. Et là, elle termine avec le fameux no further question. Je n'ai plus d'autres questions, votre honneur. Oui, c'est exactement comme dans les séries américaines. Vous savez, je n'ai plus d'autres questions théâtrales là-bas. En fait, les avocats de Diddy en jouent à plusieurs reprises dans ce procès, parce qu'en fait, ils attendent la fin de l'interrogatoire pour balancer une bonne question qui va être la question qui va rester, en fait, parce que le jury va retenir la dernière phrase de vue, il y a d'abord l'interrogatoire du procureur, après, il y a le contre-interrogatoire, donc la dernière chose qu'on retient, en vérité, du témoin qui passe, c'est la dernière question. Et du coup, très souvent, ils piègent les témoins avec ça, et vous pourriez vous dire, ah, putain, ils sont agressifs, ils sont méchants, mais ils sont pas que ça. Pendant que les cavaliers donc essaient de continuer de dresser le portrait d'un Diddy horrible, ils ont fait par exemple venir cette semaine la mère de Cassie. La mère de Cassie a livré le témoignage d'une maman qui a vu sa fille être jetée et qui entend plein d'horreurs sur sa fille. Et elle a donc notamment raconté plusieurs épisodes qui continuent de dresser ce que l'accusation veut. Le portrait d'un Diddy scabreux, dangereux. En 2011, Cassie informe sa mère que Diddy menace de publier une sextape d'elle si elle la quitte, et du coup la mère va faire un prêt, rendez-vous compte franchement, la mère va faire une hypothèque de $20,000 sur leur maison, donc vraiment elle va tout donner, et ça m'a fait de la peine pour elle pour que on ne leaks pas la sextape lors de la période entre Cassie et Kid Cudi, pour pouvoir sauver sa petite fille. Finalement Diddy lui rendra les $20,000, mais c'est pour montrer l'emprise, en fait, le fait que il était capable vraiment d'humilier jusqu'à la mère, parce que vraiment pour une mère c'est humiliant de devoir payer au petit ami de sa meuf.
$20 000 comme ça montre à quel point Cassie était aussi soumise, parce que Cassie elle-même n'avait pas finalement les $20 000. C'est ça que je me suis dit, mais attends. Ça veut dire que dans tout ce qu'elle faisait là et tout, elle-même dans son portefeuille, il n'y avait pas pour qu'elle dise à sa mère que rend-lui. Donc non, ça montre cette emprise. Elle va aussi amener plusieurs photos d'elle. La première fois qu'elle va voir en 2012 que Cassie est fait par Diddy, elle va montrer ces photos-là au tribunal. On voit Cassie, les bleus sur plusieurs endroits. C'est la mère qui le montre. Et du coup, il y a une intensité émotionnelle. Je crois qu'il n'y a pas une personne sur Terre, je pense, ou alors très peu de gens, qui n'aurait pas une sorte de compassion pour cette maman qui raconte donc l'histoire. Il dit aussi que j'ai payé cette somme-là parce que j'avais peur pour la sécurité de ma fille. Elle raconte aussi un incident en 2016 où elle entend au téléphone comment Diddy est en train de sur Cassie, c'est une dispute violente. Finalement, Diddy va partir avec la Jaguar de Cassie et elle va appeler la police et finalement, c'est Cassie qui va lui demander de calmer les choses. À plusieurs reprises, Regina va se rendre des fois chez Diddy, dont une fois où elle est dans la cuisine avec l'une des employées de Diddy et pendant qu'elles sont dans la cuisine en train de parler, ça se passe plutôt bien. Et à un moment, quand Diddy entre, l'employée effrayée, elle devient toute sérieuse d'un coup et ça montre à la mère de Regina et ça l'inquiète encore plus de voir que les employés même de Diddy ont extrêmement peur d'eux et que sa fille est dans cet environnement-là. Et donc du coup, c'est le témoignage que la mère de Cassie va livrer qui, je pense, fait écho au cœur de tout le monde. Et là, donc, Regina Ventura a aidé les procureurs à dresser un peu plus le portrait de Diddy pour le rapprocher vers cette image de Magna surcontrôlant qui trafique seulement Cassie. Et justement, à ce moment précis, certains pourraient se dire, mais non, on pourrait questionner la mère, essayer de savoir qu'est-ce qu'elle faisait, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas appelé la police, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas insisté, est-ce que c'était pas une maman elle-même intéressée. Vous pourriez vous dire que il faudrait faire ça. Ou alors, c'est ce que, normalement, la défense de Diddy devrait faire. Si vous défendiez Diddy, vous pourriez vous dire que ouais, il faut qu'on fasse ça. Sauf que la défense de Diddy n'est pas bête. Quand on leur a demandé, est-ce que vous avez des questions à poser à la mère? Ils ont dit non, on n'a aucune question à lui poser. Et là, vous pourriez vous dire que c'est parce qu'ils sont faibles. Pas du tout. Pourquoi? Parce que si dans une valeur émotionnelle qu'ils comprennent, ça fait augmenter le portrait que veut dresser l'accusation, pour eux, pour leur image à eux, ça n'a absolument aucun intérêt d'attaquer une mère. S'ils se déchaînaient sur la mère de Cassie, les jurés lèveraient main. Donc du coup, ils ne veulent pas paraître mauvais. Et de l'autre côté, ils savent très bien que le fait, en fait, de ne pas avoir contre-interrogé la mère de Cassie, ça fait un peu comme si c'était un témoin secondaire. Finalement, c'est une preuve que l'accusation apporte, mais en même temps, bon, voilà. C'est pas non plus un truc de ouf. Ils minimisent son importance parce qu'ils savent que s'ils la contre-interrogent, en fait, ils peuvent pas s'en sortir sain. C'est une maman. Donc, ils choisissent de l'ignorer, comme ils choisissent quasiment à chaque personne qui passe de changer de tour. C'est-à-dire que, premier tour, c'était Geragos. Ensuite, sur les prochains interrogatoires, et justement, celui de Dawn Richard. Dawn Richard est une femme noire qui est passée par pas mal de choses dans l'industrie musicale. Vous le savez, elle s'est souvent plainte de ne pas avoir eu la carrière qu'elle méritait d'avoir. Et Dawn Richard raconte plusieurs points incroyablement durs de violence de Diddy sur Cassie. C'est des points d'ailleurs qui n'ont jamais été abordés par Cassie elle-même. Elle décrit un incident en 2009 chez Diddy. Il n'est pas content de son petit déjeuner, il sait pas qui l'a pris. Il poursuit Cassie avec une poêle dans la maison. Cassie est en position fétale sur le sol. Il enferme Dawn et Kalena dans une des pièces de la maison et il leur dit que parfois ici les gens disparaissent, ce qui justement, la fameuse phrase du début, fait peur à Dawn qui se dit que peut-être que je vais mourir. Et donc du coup elle va décrire petit à petit le fait que Diddy était celui qui décidait de tout pour Cassie. Il la contrôlait. Et elle voyait tout le temps Cassie être frappée, giflée, massacrée, et que personne n'intervenait. Elle parle notamment d'un incident de 2010 où il y avait Usher, Timmy Ovan et Nio. Et dans un restaurant comme ça, Diddy a envoyé un coup de poing dans le ventre à Cassie et personne n'a intervenu. Donc elle raconte ça en expliquant donc que du coup elle a toujours eu très très peur de Diddy et signifiant le climat très ambivalent, très toxique qu'il faisait vivre à Cassie, mais aussi à elle qui est une de ses employées. Et là, je vais pas vous réexpliquer ce que l'accusation est en train de faire, parce que vous le savez, et que c'est ce qu'ils vont faire toute la semaine, et que du coup, on n'est pas encore sur, oui, on a des preuves tangibles qu'il a trafiqué ceci. On est sur un climat, on dresse un portrait que les tours essaient de perforer, et cette fois-ci, donc du coup, ils ont fait venir Nicole Westmoreland. Oui, Nicole Westmoreland, c'est une avocate noire qui a rejoint l'équipe de Diddy vers la fin. Elle dit... particularité dans son cas, avoir été V dans un studio de Cash Money Records, c'est pour vous dire qu'on l'a pas prise au hasard, donc vraiment c'est une femme qui dit avoir été V elle-même dans un studio de rap, et donc du coup, qui est venue être confrontée à Dawn Richard, ce qui encore une fois n'est pas innocent. C'est le mot truc de on va pas nous la faire, on envoie la femme noire contre la femme noire, et en plus la femme noire qui a été V dans un studio de rap contre une autre femme noire qui dit avoir été harcelée sexuellement. Vous voyez que les tours là, ils savent les placer. Et du coup, Nicole Westmoreland ne va pas du tout lâcher ses coups contre Dawn Richard, c'est-à-dire qu'elle va se comporter comme un vrai pitbull. Elle va lui dire, vous étiez présente lors de l'incident de 2010, vous n'en avez parlé que cette semaine? Oui,
Et pendant 14 ans, vous avez gardé le silence. Mais pourquoi vous êtes aussi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Dans vos déclarations ultérieures, vous ne mentionnez pas Usher, Neo, Jimmy Iovine. Pourquoi les citer seulement aujourd'hui? Down qui répond, je pensais que c'était nécessaire. Donc aujourd'hui, vous pensez que c'était utile. Mais alors, est-ce que vous adaptez votre récit à ce qui vous arrange? It's not just the skillet. There was also something that happened at a restaurant. Everybody was there. And Diddy, he just used his fist, bam! And Cassie bent over, and then he said, "Get out of here!" Le problème de Dawn Richards, c'est que, en fait, elle a eu plusieurs déclarations qui vont se contredire. Nicole ne va absolument pas avoir donc de recul à lui montrer les incohérences, notamment le fait que au début elle ne citait pas Usher, Neo et Jimmy Iovine. Maintenant elle les cite, et en plus quand elle les cite, elle dit que elle n'est pas sûre qu'ils ont vu. Donc du coup, en fait, s'est contredite, et Nicole a tout de suite exposé ça, mais avec vraiment beaucoup de haine. C'est d'ailleurs pour ça que ça a fait crier dans la presse américaine. Mais le pire du témoignage de Dawn va être le fait qu'elle ait demandé à retravailler avec Diddy à plusieurs reprises après. On lui dit, vous avez été menacé, terrorisé, mais en 2011, en 2016, en 2023, vous avez contacté Monsieur Combs pour retravailler avec lui? Dawn qui répond, gêné, oui, pourquoi vous manquez de travail? Vous avez compris ce que je veux dire quand je vous dis que c'est une vraie pitbull. Elle lui demande, d'ailleurs, c'était quoi le surnom que vous aviez pour lui? Vous continuez à l'appeler Bro. Et là, je trouvais que la procureure a quand même un peu abandonné Dawn parce qu'il n'y a pas eu d'objection. Et elle répond, c'est comme un tic de langage, un tic affectueux malgré les menaces de mort. Aïe, 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 aïe. Non, mais l'interrogatoire de Dawn était incroyable. Elle lui dit, vous lui portez plainte pour de l'argent, je crois. Et Dawn qui répond, non, je lui porte plainte parce que Dawn a une plainte à part contre Diddy pour harcèlement sexuel. Elle dit, non, je lui porte plainte pour obtenir justice. Et du coup, Nicole restructure la phrase en lui disant, mais du coup, vous lui portez plainte pour avoir de l'argent à la fin. Et Dawn est obligé de dire oui. Et sur la fin, elle lui dit, vous n'avez jamais rapporté ces faits avant. Vous n'avez jamais porté plainte avant. Vous avez même continué à travailler avec lui et à vouloir travailler avec lui, même quand il ne voulait pas travailler avec vous. Et Dawn qui répond, j'avais peur. Mais vous ne semblez pas avoir peur de lui demander du travail. Et là, je pense que vous commencez à voir la duplicité de la chose. C'est-à-dire que, à ce stade de la vidéo, peut-être vous pouvez me dire, au vu des 3 interrogatoires et contre-interrogatoires, et en connaissant les charges qui sont retenues, qui a plus ou moins raison. Moi, je pense que sur le premier point, on pourrait dire que le cavalier fédéral contre la tour Geragos, on pourrait dire que c'est 1-1. Sur le deuxième point, en fait, c'est la mère de Cassie qui remporte le point et l'équipe de Diddy qui limite la casse parce que, bien évidemment, ils savent qu'ils peuvent pas affronter frontalement une maman et leur image en sort clean. Mais vous avez vu que sur le troisième point, quand on arrive sur Dawn Richards, ils écrasent Dawn Richards et ils ne l'écrasent pas n'importe comment. Ils l'écrasent avec une avocate noire. Et je trouve que, vous savez qu'on est aux États-Unis, ça aurait été un homme noir, ça aurait paru brutal. Ça aurait été une femme blanche, ça aurait paru peut-être raciste. Ça aurait été un homme blanc, ça aurait paru peut-être raciste. Mais le langage, même la manière, il y a une sorte de dédain dans les phrases que lui envoie Nicole Westmoreland. Et en fait, je trouve qu'il y a un petit côté quartier, je vais te montrer. Et elle lui fait jusqu'au bout. Et Dawn s'effondre, parce que quand il s'effondre, c'est-à-dire que on voit que la crédibilité de Dawn est atteinte parce que c'est leur stratégie, parce qu'ils ont changé de protagoniste, qui permet aux témoins de pas savoir à quoi s'attendre. C'est-à-dire que si tu es témoin et que tu es là-bas, tu attends ton passage, tu sais jamais sur qui tu vas tomber. Tu peux imaginer, Dawn aurait pu se dire que j'aurais avoir la femme, non, mais c'était pas sûr. Et du coup, elle l'a eu, et celle-là n'a pas retenu ses coups contre elle. Et quelques temps après encore, les idées ont changé parce qu'on a eu affaire à l'un des événements qui, pour moi, que j'attendais beaucoup. C'était la psychologue. La psychologue s'appelle Dr. Hugh. C'est une dame donc qui a analysé plus d'une centaine d'affaires. Elle a analysé Ghislaine Maxwell. Donc du coup, c'est une femme qui est assez compétente sur le domaine des violences faites aux femmes, ou en tout cas dans les relations. Et du coup, elle va venir effectivement, selon l'accusation, expliquer tout ça. D'ailleurs, dès le départ, l'accusation fait très bien quelque chose. Il lui demande quel est votre tarif horaire. $600 de l'heure. Donc du coup, c'est déjà pour limiter le fait qu'on puisse dire que c'est une femme surpayée, ce genre de choses. Et ensuite, donc du coup, elle va commencer à livrer son témoignage. Son témoignage, c'est de décrire de façon générale comment les victimes d'abus se comportent, comment se construit l'emprise. Elle nous dit par exemple que les victimes peuvent rester dans des relations abusives pendant des années parce qu'elles croient que la violence est exceptionnelle et que l'amour est réel. Elle dit que l'agresseur peut couper les liens socio-économiques, il isole la victime de ses soutiens pour créer une dépendance complète. Elle dit aussi que certaines victimes ne parlent jamais, d'autres minimisent ce qu'elles ont vécu. Il faut comprendre que le silence n'est pas synonyme de mensonge. Et en fait, dans certains cas, elle dit le pouvoir est institutionnel. Le directeur d'école, le PDG et la célébrité, la victime se dit qui me croira. Tous ces points étaient bien amenés,
Et c'était des points assez généralistes, mais dès les premiers échanges, dès qu'elle a commencé à se rapprocher de la case Didi, dès qu'elle a commencé à se rapprocher du roi, les tours ont intervenu et ils ont encore changé de protagoniste. Cette fois-ci, ils ont pris un homme qui s'appelle Jonathan Bach et en fait, lui, je pourrais vous dire, c'est un chirurgien. C'est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec Nicole. Il est chirurgical, c'est un fou. Il intervient sur chaque phrase. Par exemple, le procureur demande qu'est-ce que la violence psychologique? Elle dit l'intimidation, jeter des objets, dire à quelqu'un ce qu'il peut faire, où il peut aller. Et là, d'un coup, dès qu'elle dit ça, vous voyez Cassie dit boum, objection votre honneur. Et là, Jonathan se lève. Donc c'est encore un nouveau protagoniste. Donc du coup, la témoin découvre son nouvel adversaire. D'ailleurs, le juge demande immédiatement un instant, on va rayer la réponse. Et quand donc Jonathan va se lever pour aller à la barre, il va vraiment aller au choc. Premier point de son contre-interrogatoire, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'elle n'a jamais rencontré Cassie. C'est-à-dire que c'est la généralité. Vous n'avez jamais rencontré Cassie, non? Non. Et pourquoi vous décrivez son vécu à la barre? C'est-à-dire que vous dites ça à tous vos procès. Vous êtes une régulière. D'ailleurs, en fait, elle avait témoigné lors du procès entre Johnny Depp et Amber Heard. Donc apparemment, elle n'aurait pas une super bonne réputation. Ensuite, il va l'attaquer sur son tarif en disant que la plupart de vos revenus viennent de ses audiences en tant qu'experte. Et elle va dire non, une grosse partie oui. Et donc du coup, il va dire que c'est pour ça que vous avez augmenté vos tarifs, vous êtes passé à $600 pour pouvoir dire que c'est une experte finalement qui est une fausse experte. Ensuite, il va lui demander est-ce que vous publiez vos recherches parce que là, vous nous avez exposé de nombreux points. Est-ce que ça a été publié quelque part? Est-ce que sauf qu'elle n'avait pas publié ses recherches, donc du coup, ce n'est pas scientifique. Ce que vous dites donc peut s'appliquer à toi, à n'importe qui. Mais est-ce qu'il n'y a pas des gens dans ce monde qui parfois portent plainte pour de l'argent? Et là, elle répond oui. Le procureur a fait objection votre honneur. Oui, mais ça ne s'arrête pas là. Il lui demande combien de fois avez-vous vu le procureur et ses employés avant de préparer ce procès. Et là, elle répond 6 fois. Je me suis dit, mais est-ce qu'elle est folle? Et je crois qu'elle doit avoir un négociant subventionné parce qu'elle dit 6 fois, mais la plupart du temps, c'est moi qui leur apprenais des choses. Façon de dire qu'ils ne m'ont pas influencé en tant que témoin. Et là, théâtre, il va vers le juge, il dit, est-ce qu'on peut avoir une suspension d'audience? J'ai quelque chose à lui montrer et tout. En gros, il voulait que les jurés sortent. Et du coup, le juge dit, ok. Encore vous. Et donc, du coup, on fait sortir les jurés. Et c'est qu'ils ont certains documents que la dame Hughes avait écrit et dans lequel, même si c'est un document qu'elle a coécrit, ça s'appelle, pour les avocats de l'accusation, comment faire face à un contre-interrogatoire. En gros, ils l'ont subtilement piégé. Quand ils lui ont dit, tu as vu les procureurs 6 fois pour préparer le procès, elle s'est dit qu'il voulait dire que les procureurs l'avaient influencé. Donc, du coup, elle a répondu directement, oui, mais la plupart du temps, c'est moi qui leur apprenais les choses. Et du coup, ils nous ont dit que, ah, c'est toi qui leur apprenais les choses. Oui, parce qu'apparemment, tu as écrit un livre où tu dis que comment faire face à un contre-interrogatoire pour les avocats de l'accusation. Donc, effectivement, tu leur apprenais des choses. Là, c'était déjà trop. Mais ça ne s'arrête pas là. Il lui pose une question qui, pour moi, est une question vicieuse. Il lui dit, oui, effectivement, depuis que vous avez commencé à être experte pour des cas de violence, apparemment, c'est votre métier. Vous avez fait combien d'affaires? Plus de 100 affaires. Et il lui dit, est-ce que vous avez déjà été témoin dans des affaires d'abus sexuels pour un homme? Est-ce que vous avez déjà été examinatrice dans une affaire où c'est un homme qui est victime? Et là, elle répond non. Ce qui est, on est d'accord, vous et moi, c'est vicieux. Mais, en fait, factuellement, c'était pour la discréditer. Ils savent qu'ils ont un jury masculin. Il y a 8 hommes dans le jury. Donc, en fait, ils continuent d'essayer de titiller ce durant en disant que finalement, qu'est-ce qu'elle voit en tant qu'experte? C'est une experte partisane qui cherche l'argent, qui ne parle que des femmes. She talked about how common it was for people to stay in abusive relationships for a long time and be conflicted about going back and forth. Although she was very clear and the defense was very clear that she did not interview Cassie Ventura, she did not look at any of her medical records. Si le gouvernement américain joue aussi des tests psychologiques du portrait qu'ils sont en train de créer de Didi, ben en fait, la défense de Didi joue sur les doutes et sur les essais publics de sortie avec leur 9 fois leur coaching à chaque fois pour pouvoir rallier une partie du jury à leur cause. Monsieur le juge, je demande une annulation du procès. Qu'est-ce qui se passe encore? Le juge les fait venir. Et là, le monsieur qui a demandé une annulation du procès se ramène et il dit, le monsieur allait répondre que mon client a déjà tué les gens. Mais il n'a pas répondu que votre client a déjà tué les gens. Oui, mais le procureur voulait faire en sorte qu'il réponde que mon client a déjà tué des gens. Donc le procès doit être annulé, c'est interdit. Le juge les regarde et dit, ok, retournez à vos places, on continue l'audience. Mais l'homme qui vient d'entrer, et qui a donc fait sensation, parce que dès qu'il est entré, il a donné une annulation du procès, c'est Brian Steele. Brian Steele, c'est l'avocat star que beaucoup attendaient. Peut-être que certains qui se plaignent depuis quelques semaines que ouais, Steve, on n'a pas reparlé de musique. Bon, en fait, ils sont contents, juste dans cette vidéo, d'entendre le nom de Brian Steele, parce que c'est devenu un peu un avocat adoré par les fans de hip-hop. Pourquoi? Parce qu'il a notamment défendu Young Thug, Drake lui a fait une chanson à son honneur. Yeah, shot Brian Steele, take over the cuss, we leaving now.
Il est devenu super populaire dans la zone hip-hop, il a rejoint l'équipe de Diddy un peu tardivement, mais comme vous pouvez le voir, il est arrivé à la bonne heure, à la bonne tour, et logiquement, maintenant que vous avez compris comment fonctionne le schéma, comment fonctionne l'échiquier, qui était le cavalier en face? Bah oui, parce que c'était un rappeur en face, c'était Kid Cudi. This is a stressful situation. I'm glad it's behind me. And, Je suis d'accord avec vous, c'est mieux qu'un film Netflix. C'est mieux que Empire, la réalité a dépassé la fiction. Mais ils y sont, et donc du coup, Kid Cudi arrive, et comme vous le savez, Kid Cudi a une relation avec Cassie. En 2011, Cassie était en break avec Diddy, mais elle continuait à faire les freak-off avec Diddy. Et comme elle a expliqué dans son témoignage à elle, c'était parce que pour elle, les freak-off, c'était un job. Et de son côté, donc, Kid Cudi donne sa version à lui de l'histoire. L'histoire, pour reprendre ce qu'il raconte, commence un matin à 5h30. Diddy découvre que Cassie et Kid Cudi sont en couple. Cassie appelle Kid Cudi paniqué. Kid Cudi la rejoint dans un hôtel. Ils sont tous les deux effrayés. Finalement, dans la journée, une amie de Cassie appelle Kid Cudi pour lui dire que Diddy est en bas de chez toi. Il appelle Diddy, il dit je te retrouve là-bas. Quand il arrive chez lui, bah en fait, Diddy est pas là, mais il se rend compte que la maison a été fouillée, que les caméras de surveillance ont été bougées, que son appartement a été violé en fait. Les cadeaux qu'il avait chez lui ont été ouverts et son chien, il précise que son chien qui avait depuis 3 ans était surexcité, il aboyait tout le temps, donc le chien est traumatisé, il a été enfermé dans une pièce. Là, il se dit forcément que c'est Diddy, au vu de la chronologie des événements. Et 2 jours après, la babysitter de son chien, parce que quand il a dit ça, j'ai dit ok, c'est bon. La babysitter de son chien l'a appelé pour lui dire que sa voiture avait explosé. Je me suis dit, son chien est une babysitter. Mais mon Dieu, Steve, pourquoi tu es pauvre? Steve, pourquoi tu es pauvre? Oh Seigneur. Mais continuons l'histoire, c'est-à-dire que la babysitter du chien l'appelle pour lui dire que sa voiture a été explosée avec un cocktail Molotov. Mais vous connaissez à peu près l'histoire. Partant de là, progressivement, il s'éloigne de Cassie parce qu'effectivement, elle retourne vers Diddy, mais lui aussi trouve que la relation est dangereuse et c'est ce qu'il va témoigner. Tout ce que je vous dis là, c'est un résumé de son témoignage, mais effectivement, moi je trouve que Kid Cudi a été très fidèle globalement dans la manière dont les questions lui ont été posées, c'est-à-dire que c'était un vrai témoignage de la chevalerie. Ça aidait le procureur à comprendre comment Cassie pouvait être sous emprise physique, qu'elle avait peur. Kid Cudi va aussi révéler qu'elle lui a expliqué que elle avait été battue, fiamène en graine dans cette espèce de tableau dans lequel finalement cette femme qui n'était pas libre de ses propres moyens, de cet homme hyper contrôlant et violent, et le fait que lui-même, Kid Cudi, finisse par fuir la relation et s'éloigner de Cassie parce qu'il a peur de Diddy, ça montre que Diddy, c'est pas un petit ange. Ça, ce sont des éléments, je pense, que le procureur a véritablement marqué un point. Et c'est justement lors d'un moment où la procureure pose la question à Kid Cudi de savoir s'il avait peur de Diddy et qu'il avait peur pour sa sécurité, que là, Brian Steele va intervenir, demandant à ce que le procès soit annulé. Il va pas faire objection, hein. Il va dire que non, annulons le procès, c'est bon, on rentre chez nous, Diddy est libre. Le juge dit que, mais attends, qu'est-ce qui se passe? C'est pour vous montrer l'agressivité du truc. Il dit que non, parce que là, la question qu'il a posée, c'était pour qu'on réponde que Diddy a déjà tué des gens. Mon client n'a tué personne. Mais du coup, il y a un débat pour lui dire que oui, mais il n'a pas encore répondu. Oui, mais c'est ce que la procureure voulait qu'il réponde. Donc du coup, il est même pas allé sur l'objection. C'est pour vous montrer comment il était agressif. Il est allé en mode on annule tout. Bien pour les effrayer. Et maintenant, progressivement, il va aller sur le doute et la crédibilité de ce que Kid Cudi raconte. Déjà, il commence par dire que il n'y a pas eu de porte forcée, pas de preuves matérielles, vous avez jamais porté plainte, juste un chien dans la salle de bain, oh, sans sa babysitter, et des cadeaux ouverts. Qu'est-ce qui nous prouve que l'histoire est crédible? Il commence par attaquer la crédibilité, en fait, de ce que Kid Cudi raconte. Ensuite, il va tenter un coup de bluff, pour le déstabiliser en disant, oui, mais d'ailleurs, apparemment, c'est l'ADN d'une femme qui a été retrouvée sur les lieux. Et là, c'est le juge qui va faire objection, mais qui va pas demander de retirer ça, sachant très bien ce qu'elle avait fait, parce qu'en fait, il n'y a pas d'enquête, donc du coup, comment est-ce qu'il peut dire qu'il y a l'ADN d'une femme? Mais en tout cas, selon mon analyse, il voulait juste que le jury puisse entendre que l'ADN d'une femme a été retrouvé là-bas. Peut-être que c'est une meuf que tu as plaquée qui est venue chez toi. Pourquoi est-ce que tu accuses Diddy, en fait? C'est sur cette première partie qu'il a voulu discréditer le témoignage. Et ensuite, il a directement attaqué Cassie en lui disant, mais Cassie vous a manipulé, non? Elle s'est jouée de vous. Et là, effectivement, Kid Cudi, qui doit avoir le côté de, Cassie est quand même retourné avec Diddy, répond oui. Et Brian Steele continue, comme elle a joué Diddy. Et là, en fait, Kid Cudi ne dit pas non, personne ne dit non, et il coince, c'est-à-dire que il remet toute l'accusation de manipulatrice sur Cassie. Il continue en lui disant, mais d'ailleurs, qui a donné votre adresse à Diddy? Kid Cudi dit, c'est Cassie, et c'est un axe sur lequel il va essayer d'accentuer, il va lui redire, vous considérez être un homme fort, et pourtant elle s'est jouée de vous. Ouais. En fait, il va comprendre qu'il y a une faille chez Kid Cudi, la faille du fait que, au-delà de ce qu'ils ont vécu, Kid Cudi a dû penser à l'après que Cassie, finalement, avait trouvé mieux de rester avec Diddy. Donc, du coup, c'est cette faille-là qu'il va utiliser, qu'il va se rendre compte que il y a un petit truc de l'ex amer chez Kid Cudi, et après il va lui dire, mais d'ailleurs, elle vous avait parlé d'abus physiques? Il va dire oui, elle vous a dit qu'elle a été frappée, oui. Est-ce qu'elle vous avait dit qu'elle a eu des abus sexuels? Et là, Kid Cudi va dire non. Et quelques secondes après ça, il va finir avec son fameux No Further Question.
À ce stade du procès, je ne vous ai pas donné ces éléments pour que vous décidiez de qui a gagné, qui a pas gagné. Je vous ai donné ces éléments pour que vous voyez qui la cavalerie envoie et comment la tour répond et que chacun est très bien organisé. Et honnêtement, pour avoir suivi d'autres procès, je trouve que c'est assez serré sur certains points. Pas sur le fait que Didi soit un connard, mais sur le fait que Didi constitue un trafiquant sexuel. C'est deux choses totalement différentes. Et souvent sur Internet, vous avez l'impression que toutes les histoires qu'on nous raconte sont ouf, effectivement, mais quand on repart dans les faits, ça peut parfois être plus subtil et c'est sur ça que, effectivement, encore une fois, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, vous avez donné mon opinion, mais en fait, la défense de Didi joue. Et l'un des témoins qui, pour moi, m'a frappé cette semaine, c'est The Punisher. The Punisher, c'est un escorte que Cassie a rencontré et avec lequel, du coup, elle l'a ramené dans le sillage de Bad Boy Records. Ils ont commencé donc à avoir des relations pendant que Didi regardait et c'est le fameux escorte qui a parfois des troubles du concombre qui fait un livre dessus. Ce fameux escorte a donc raconté ses parties de jambes en l'air avec Cassie et Didi, et expliquer comment au début, quand ça a commencé, Didi venait avec une sorte de masque qu'on habitue, une sorte de niqab là, et finalement donc il a fini par comprendre que c'était Didi. Et même scénario, il couche avec Cassie pendant que Didi regarde. Et parfois donc du coup il avait des pannes. Et c'est toujours Cassie qui paye. Là encore, c'est une opinion personnelle. Je me suis dit que Didi est vraiment pas fou. C'est-à-dire que Didi était pas complètement fou. Elle paye, ils couchent ensemble et Didi regarde. Didi a des fois le concombre pas en forme, mais Didi le motive en lui disant non, vas-y, traite le poisson rouge comme ça et tout en regardant. Mais à la fin de son témoignage, avec un peu de maturité, franchement, hormis, oui, bon, voilà, il y avait eu de la débauche, voilà, les gens s'amusaient, voilà, Isado 7e ciel avec tout et tout. Il a pas décrit d'actes, lui, de violence ou alors d'actes conflictuels, en fait. Il a toujours été en bonne entente et je crois qu'il est venu 12 fois environ, il les a vus et ça s'est plus ou moins bien passé. Dans son témoignage, ce qu'il raconte d'ailleurs, son contre-interrogatoire est assez light. Ils essaient de lui dire que est-ce que je savais pas les sentiments pour Cassie, c'est pour ça que tu reviens aujourd'hui. Parce que finalement, dans son interrogatoire, il dit que moi, j'étais pas au courant que c'était pas consenti, donc ça s'est passé. Voilà, je pensais que voilà tout était consenti et je m'excuse aujourd'hui auprès de Cassie si effectivement ce n'était pas consenti. Pourquoi? Parce que finalement, c'est particulier pour lui. C'est là la duplicité. Et je pense d'ailleurs que maintenant, il faut qu'on commence à comprendre que les freak-up ne sont pas de grosses orgies. C'est ce qu'on nous avait vendu Leroy. Et je suis très content, petit à petit, de me rendre compte que j'avais tout de suite débunké son témoignage comme étant quelque chose de faux. Parce que plus on avance, plus on se rend compte que les freak-up, c'est des plans à 3, en fait. C'est des plans à 3 avec Cassie, avec un homme, pas 2 hommes, c'est-à-dire qu'on a eu 13 hommes qui ont participé et à chaque fois ils décrivent le même scénario. Cassie avec un homme, Didi regarde. Globalement, c'est ça. Mais du coup, si Cassie est avec un homme et que Didi regarde, l'homme qui est là et qui est avec Cassie n'est pas censé savoir que Cassie est pas consentante. Et c'est d'ailleurs pour ça que le témoignage de The Punisher était ambivalent parce que lui il dit moi j'ai été payé, c'est elle qui me payait, ça se passait plutôt bien et aujourd'hui je m'excuse si je lui ai fait du mal. Mais pour moi, il n'y avait pas quoi que ce soit d'illégal. Et c'était particulier parce que je pense que pour l'accusation, le cavalier particulier, c'était lui parce qu'ils se sont dit, malgré tout, il montre le climat dans lequel il vit. Mais pour lui-même, The Punisher, il est allé faire l'interview ensuite sur TMZ en disant que moi, je ne suis même pas content pourquoi on m'a appelé. Parce que moi, finalement, je trouve que mon scénario est plus pour Didi et plus pour la défense. Je n'arrive même pas à comprendre pourquoi l'accusation a fait appel à moi. I listened to your testimony, and I'm trying to figure out where is the crime that they're prosecuting Diddy for. Honestly, that was my personal experience too, being confused. I remember when investigators first approached me in March of 2024. This was before any charges, allegations. I basically told them, "Hey guys, I have nothing for you. I didn't see any violence. I didn't get any cues to her being in distress, and any cues or anything that I mentioned, which I did say there was some wincing and some sighing and stuff. That was in hindsight. If there was never any allegations, I would have never even perceived it as being an issue to even point out." Parce que pour moi, entre parenthèses, c'est que des bons moments, hormis les moments où mon concombre était mou, ça se passait plutôt bien. So I'm just as confused as you. I still, to this day, I'm like, I don't know why I testified. I always believe my testimony, if it was any benefit, might have benefited the defense. Du coup, oui, lui, son témoignage était un peu ambivalent. Pourquoi? Parce qu'il montre justement la face floue juridique, je dis bien juridique, pas, attention, morale, parce que là on est dans un procès, on analyse juste le procès. Il montre la face floue juridique de comment ça peut être dur dans la tête d'un juré de savoir si c'était du trafic
sexuelle, de la coercition, et parce que lui-même dit que ça ne l'était pas, et que si on aurait dû choisir son témoignage, même s'il l'écrit lui-même un Flickhoff, aurait plutôt été dans celui de la défense. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? I read your testimony, and you're talking about Cassie paying you and Cassie dressing up and kind of prompting you. I kind of had the same feeling you did, which was that's what the defense is arguing, that this was kind of a consensual sexual liaison. But you weren't, to be clear, you were never transported, as the indictment said. You weren't transported across state lines. This was all in New York, and you live in New York, right? Exactly. At the time, I lived in Harlem, and all of the encounters happened in New York hotel. So again, like when this stuff started, I was like, look, there's no way I can associate with trafficking. I'm all in the same state. Et ça m'a fait penser à quelque chose, c'est que là, tout de suite, nous avons analysé, et je tiens à vous dire que nous n'avons pas été partisans, j'espère, en tout cas que vous avez essayé de comprendre les dynamiques que je vous ai expliquées. C'est-à-dire que les cavaliers vont chercher le roi pour le mettre en prison et les tours le défendent. Chacun d'eux a sa stratégie pour le moment. Mais à un moment du procès, qu'est-ce qui va se passer? À un moment du procès qui arrive bientôt. Bah oui, ça va s'inverser. C'est-à-dire que le roi est de ce côté, mais pour mieux défendre le roi, ils vont prendre des cavaliers et les autres vont être les tours. Pourquoi? Parce qu'à un moment, et c'est super intéressant parce que je crois qu'Internet ne comprend pas ça. En fait, ils croient que peut-être que c'est une nouvelle affaire R. Kelly ou je sais pas trop quoi, que il y aura pas de... Didier a encore beaucoup d'argent. La raison pour laquelle ça retentit autant aussi, c'est que Didier a beaucoup d'argent, Didier a une famille. Ça va être super intéressant de savoir qui va témoigner, pourquoi, qui seront les témoins de bonne moralité de Didier. Il y aura forcément des gens qui vont venir vous dire que ils aiment beaucoup Didier, Didier a fait beaucoup de choses pour eux, Didier n'était pas quelqu'un de méchant, Didier les a aidés. Peut-être que Kalena, qui est l'autre membre de Dali Chicken, qui était censé être présente dans les événements que Dan Richard raconte, peut-être qu'elle va venir témoigner en disant que Dan Richard est une menteuse, vu qu'elle a déjà dit sur Internet que Dan Richard était une menteuse. Sean has always been somebody that I wanted to be like. Cassie. Love her to death, naive, like getting high. She likes partying. Like give everybody motherfucking, you know, lap dances basically. You know, and get drunk and just have a good, like, model time. What's your relationship like with Dawn? I don't fuck with Dawn like that. And I'm gonna fucking stand on business. I didn't see that. What I saw was what the fuck is going on with you because you acting weird. You're a weird bitch. Peut-être que une femme qui a été proche de Kim Porter viendra dire que Cassie était pas très gentille. Enfin, je ne dis pas ça parce que je le souhaite. Je veux vraiment que vous le compreniez. Je suis en train de vous dire que c'est un vrai procès et que c'est ce qu'ils vont faire. Peut-être que la mère de Didier va venir témoigner pour Didier. Peut-être qu'un des enfants de Didier va venir pleurer à la barre pour dire que papa est vraiment quelqu'un de bien et qu'on peut pas le laisser passer. Enfin, ce que je veux dire, c'est que on est qu'au début. Ça joue encore. Pas parce que, attention, je vais le dire jusqu'au bout, même parce que je sais que certains ne comprennent pas. Didier est quelqu'un de bien, c'est pas ce qu'ils vous disent. Pas parce que Didier n'a pas frappé Cassie, c'est pas ce qu'ils vous disent non plus. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on condamne Didier pour conspiration de raquettes, trafic et transport dans le but de se livrer à la prostitution. Vu que Cassie ne peut plus porter plainte pour violence conjugale vu qu'elle a pris l'argent. De la même façon que les procureurs ont certainement l'intention et intérêt à élargir encore plus, à avoir encore plus de victimes, de témoignages extrêmement forts hors Cassie, pour pouvoir vraiment consolider ce socle de l'accusation qui veulent être portés en fait. Mais c'est pour vous dire que ça joue et que tous les camps ne sont pas encore totalement sereins. Je pense pas que le procureur se dise là tout de suite là. Même si les gens d'Internet se disent que oui, j'ai déjà gagné l'affaire. Et je pense pas non plus que les gens se disent que on a déjà totalement perdu. Parce que quand vous voyez quand même la perquisition, si on est totalement objectif, quand on voit les images de la perquisition et le résultat de ce qu'ils ont trouvé, franchement, 25 bouteilles de baby oil, 31, ok, 50 lubrifiants, ok. Je dis pas que c'est petit, mais comparé aux 1000 qu'ils avaient dit, c'est pas grand chose. Une arme à feu, un AR-15 désassemblé, des numéros de série étaient effacés sur les chargeurs. Ok, c'est un crime fédéral, mais ce que je veux dire, c'est que la récolte me semble quand même assez maigre. Je pense que eux l'ont vécu comme ça. Je pense que au vu de ce qu'ils ont déclenché, travail forcé, travail des charges vers lesquelles ils sont partis pour pouvoir faire de la perquisition, ce qu'ils ont récolté est quand même assez maigre. Alors peut-être que Didi, et ça on l'avait dit, avait déjà prévu le truc et avait déjà tout détruit. Mais en tout cas, c'est plus poussif au niveau de la perquisition que ça ne l'était au début. On se disait qu'il y avait des preuves fatales et tout, et finalement le bilan est pas si fatal que ça. Le bilan continue à constituer de ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que le personnage de quelqu'un de glauque, hyper possessif, super contrôlant. Mais ça reste encore assez difficile pour eux d'avoir la preuve de matraque que oui, c'est un trafiquant sexuel. Pour le moment, je dis bien pour le moment, alors on fait cette vidéo dans l'affaire. Ça va peut-être arriver dans les heures à venir. Stop, yo, 'cause it's bad boy.
On a découvert cette semaine que la fameuse victime number 3, c'était Gina. Gina, c'est une ex de Diddy qui était justement rivale de Cassie et qui est devenue rivale après de Young Miami. Et c'était donc elle qui était censée témoigner et elle ne va pas témoigner au final. Elle ne va pas témoigner parce qu'apparemment ce n'est pas son vœu et que c'est difficile pour le procureur, même si elle est assignée à comparaître, de forcer une femme victime à témoigner. Mais ça confirme aussi autre chose que je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo avant que je n'ai cette information, c'est que les freak-offs semblent être vraiment les histoires de Diddy, des escortes et de ce qu'il considère en tout cas comme ses petites amies. On ne semble pas aller encore pour le moment beaucoup plus loin que ça et c'est aussi pour ça que je pense qu'il a un soutien sourd des rappeurs. Alors Boosie, enfin, le soutient pas sourdement, clairement il le soutient à fond. Mais je trouve que au début de l'affaire, on avait beaucoup de soutien pour Cassie et progressivement depuis que Cassie a touché l'argent, les gens se sont focalisés dessus et le soutien s'est amoindri. Et je pense que notamment dans la zone hip-hop, le soutien s'amoindrit parce que, et je sais que ça va vous choquer, il y a beaucoup de rappeurs qui pourraient tomber pour les mêmes choses. C'est-à-dire que si véritablement on n'a pas autre chose que le comportement de Diddy avec ses petites amies, je vous ai expliqué dans la précédente vidéo, allez revoir la précédente vidéo pour vous montrer que ce rapport-là que Cassie avec Diddy est en fait une extrémité de quelque chose de très banal et de très commun dans les relations humaines. Ça veut pas dire que c'est bien, c'est pas ce que je veux dire. Mais que finalement, si vous regardez, quand Rick Ross vante le droit de couchage, il vous dit que lui ne signe pas une meuf si elle ne couche pas avec lui. Je pense que l'une des choses qui les inquiète, c'est que là, oui, ok, on a trouvé Diddy est un freak, il a frappé et tout, mais s'il n'y a pas de charge autre que le fait de se comporter comme ça avec ses petites amies, ben en fait, beaucoup d'entre eux doivent se dire que, mais attends, ça veut dire que moi, ça peut m'arriver à moi. C'est pour ça, en fait, que je pense qu'il y a une gêne dans la zone hip-hop autour de ça. Mais, encore une fois, rien n'est terminé. La semaine prochaine, on va avoir un expert qui a examiné un des ordinateurs de Cassie, parce que ça va encore construire sur Cassie. Donc vraiment, de 2010 à 2011, il a trouvé de nombreux fichiers dont certains pourraient être véritablement préjudiciables pour Diddy. Il y a un dossier qui avait été supprimé dans cet ordinateur qui s'appelle Frank Black. C'est le nom que Diddy utilisait notamment pour les freak-offs. Donc peut-être que dans cet ordinateur-là, on va avoir de grandes révélations. En tout cas, la semaine prochaine, ces vidéos, ou en tout cas les fichiers qui ont été trouvés dans cet ordinateur-là, seront dévoilés au procès. Et ça va permettre encore une fois de faire évoluer l'affaire, vu que nous arrivons à la fin de cette analyse qui revenait sur cette seconde semaine de procès. J'espère que vous avez vu la première analyse, même si je trouve que celle-ci est plus essentielle dans le sens où je sais que vous avez tous entendu des trucs de fou et tout, mais je voulais qu'on recondense l'intensité du procès, la manière dont le procureur envoie ses cavaliers, la manière dont Diddy et ses tours se défendent. Maintenant, je veux que vous me disiez ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que la stratégie de défense de Diddy peut marcher, sachant encore une fois que leur but n'est pas de gagner en soi le procès, leur but est de faire en sorte qu'au moins un seul juré soit dans le doute, et s'il est dans le doute, bah en fait, le procès est annulé. C'est ça en fait. Ils veulent qu'une personne dise que je ne peux pas penser que Diddy soit un trafiquant sexuel au-delà de tout doute raisonnable. S'ils ont ça, c'est bon pour eux. Et donc du coup, est-ce que vous pensez que c'est possible pour eux de les avoir? Est-ce que vous pensez que l'accusation est toujours en tête? Est-ce que vous pensez qu'ils sont loin derrière? En tout cas, comme je vous l'ai dit, ça joue. Ça jouera encore dans les semaines à venir, je pense. N'hésitez pas à me donner tous vos avis, à liker, à commenter, à partager, à me dire aussi ce que vous pensez du fait que si on part sur la relation entre les petites amies et les relations hyper toxiques, je dis bien hyper toxiques entre les petites amies et les rappeurs, mais en fait beaucoup d'entre eux sont gênés parce qu'ils pourraient se retrouver dans la même situation que Diddy finalement. C'est d'ailleurs pour ça que je trouve que Kid Cudi était un bon témoin dans ce qu'il a dit, mais il n'a pas non plus, je trouve, aidé Super Cassie, parce que quand il répond que essayez de jouer de vous et que il dit oui, lui-même considère que Cassie est libre de ses moyens. Il se dit pas bah non elle était manipulée, non, il se dit qu'elle était libre de ses moyens. Pareil pour les escortes. Les escortes vous disent que nous on pensait que tout était bien, ils vous disent pas on était frappés et tout. Et ça joue dans un trafic sexuel. Est-ce qu'il va être condamné pour trafic sexuel seul? C'est particulier de trafiquer plein de gens seuls. Donc, il faut bien des témoins, il faut bien des gens. Et c'est donc là que la suite sera passionnante. N'hésitez pas à me donner tous vos commentaires, à liker, à commenter, à partager. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.